Les boutiques Poche, Apony et Isney vous présentent votre émission telle qu'elle. Tu sais, le fameux poteau mi-temps là, qu'on se pose, là, qu'on s'oblige à être matin, midi, soir. Quand j'ai lâché le poteau de la personne et que j'ai accepté de juste vivre ce que je vivais, ma grand-mère, je le dis souvent, mais c'est vrai, elle disait « je t'aime » avec des assiettes bien remplies, quoi. Donc, elle m'a beaucoup aimée, comme tu peux le voir. Et là, tu vois, c'était la première fois de ma vie. Là, je ne voyais même pas la lumière. C'est-à-dire que tout autour de moi, j'avais l'impression d'être entourée d'immenses murs et je ne voyais pas comment j'allais pouvoir grimper, quoi. Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent telles qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Bienvenue chez Telle Quelle. Elle prend plaisir à éveiller nos papilles avec les richesses de notre terroir. Prisca Morjon, chef cuisinière, est notre prochaine invitée. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Telle Quelle. Alors ce soir, je reçois une femme passionnée, une chef cuisinière autodidacte, consultante, présentatrice télé, animatrice d'ateliers culinaires, amoureuse des produits de son île. Bonsoir Prisca Morjon. Bonsoir Caroline. Comment vas-tu? Écoute, très bien, je suis bien installée, en parfaite charmante compagnie, tout va bien? Eh bien, je suis ravie de te recevoir ce soir. On va évoquer tout au long de l'émission le parcours de vie très riche, très, très dense que tu as eu et plein de rebondissements également. Mais avant tout, Prisca, on ne déroge pas à la tradition et j'ai hâte de découvrir ton objet mystère. Ok, alors tu rigoles déjà. Je rigole déjà parce que je sais que tu t'y attends certainement pas. C'est vrai. Une fourchette. Non, ça aurait pu, ceci dit. Une télécommande. Eh bien, dis donc, je ne m'y attendais pas du tout. On ne peut pas faire plus mystérieux que ça, n'est-ce pas? Non. Je t'ai ramené une télécommande parce qu'effectivement, j'ai une relation très particulière à la télé. Non pas au sens, oui, je suis une enfant de la télé et j'adore regarder la télé, mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, mon histoire vraiment a démarré avec la télévision. Et en fait, très rapidement, j'ai eu des émissions de cuisine et ça a été thérapeutique pour moi en réalité parce que c'est à travers la télé et la relation au public que j'ai commencé à me sentir à ma place en fait. Et légitime dans mon métier, légitime dans ce que je faisais parce que vraiment, j'avais ce terrible syndrome de l'imposteur au départ. C'est vrai. Et c'est vraiment le public qui m'a dit « Ok, tu es sur la bonne voie, ce que tu fais, on aime, ça nous plaît ». Et c'est vraiment la télé, ça fait maintenant 10 ans que je suis régulièrement à l'écran. Et c'est le public en fait qui m'a donné mes diplômes, mes validations et tout ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui. D'où la télécommande. Et que tu es ce soir dans la télé des Martiniquais, n'est-ce pas? Exactement, et avec toi ce soir. Exactement. Ah ben voilà. Écoute, c'est parfait. C'est l'occasion de dire merci, vraiment. Ben voilà, je pense que le message est passé. Alors, Prisca, on va parler des débuts et puis un peu de ton enfance. Alors, je sais que tes parents, tes grands-parents ont vraiment une place très importante dans ta vie, mais aussi dans le parcours de vie que tu as eu. Ils vont te donner cet amour de la cuisine créole, de nos traditions. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton enfance aux côtés de tes grands-parents et de tes parents? Absolument. C'est vrai que mes parents sont dans la restauration. Ma mère a fait l'école hôtelière et ils ont ouvert un restaurant, j'avais 6 ans. Donc, en fait, vraiment, j'ai grandi dans la cuisine, à embêter les chefs, à poser des questions, à goûter surtout goûter. Et donc, t'imagines à faire le fond des casseroles dans la cuisine? Oui, c'est ça, sans me faire choper, si possible. Et puis là, c'était vraiment le côté professionnel, tu vois, ils étaient traiteurs. Donc, j'aimais vraiment voir, en fait, tout cet talent culinaire et j'avais vraiment une grande admiration pour leur travail. Et puis, ma grand-mère, c'est autre chose. Comme mes parents travaillaient beaucoup, on passait beaucoup de vacances chez ma grand-mère à Saint-Joseph. Et eux, chez ma grand-mère, c'était vraiment toutes les traditions locales, tu vois, toutes les fêtes de famille, les grandes tables qui faisaient le tour du balcon parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants, beaucoup d'oncles et tantes. Et donc, tout se faisait autour de bons petits plats, en fait.
Ma grand-mère, je le dis souvent, mais c'est vrai, elle disait je t'aime avec des assiettes bien remplies, quoi. Donc, elle m'a beaucoup aimée, comme tu peux le voir. Et tu aimes beaucoup à ton tour Et parce j'aime que beaucoup à mon tour, exactement. Voilà, tu te donnes beaucoup, tu es très généreuse en C'est ça. cuisine. Et puis, tu sais, une arrière-grand-mère qui vendait des fruits et légumes sur les marchés. Mon grand-père qui, lui, vendait de la glace au marché aux poissons. Donc, tu vois, et puis mon autre grand-père qui était pêcheur aux Trois-Îlets. Donc, vraiment, l'amour du terroir, des produits, et puis de notre tradition. Tu sais, moi, je suis des années 80, mais vivant à la campagne, tu vois, c'était encore cette Martinique encore un peu authentique Ouais, que j'ai eu le temps de connaître. Et puis, j'ai bien sûr vécu la transition, mais vraiment, ce terroir-là, j'y suis plus qu'attachée. Et ça a commencé vraiment comme ça. Et c'est de ça que tu tiens aussi, c'est cette immense fierté d'être martiniquaise. Parce que tu as aussi ça. Ouais. Tu es très attachée à cette identité. Complètement. Pour moi, être martiniquaise, ça a toujours été ma meilleure carte de visite, où que j'aille. Mais vraiment. C'est-à-dire que ma différence, c'est ce qui faisait qu'on me remarquait, c'est ce qui faisait qu'on pouvait s'intéresser à moi. Et puis la cuisine, c'était le moyen aussi de créer du lien avec les autres. C'est-à-dire que... On va en parler lorsque voilà, tu c'est ça. faisais tes études notamment. Exactement. La cuisine, c'est vraiment mon moyen d'expression. Mais être martiniquaise et en plus partager notre culture gastronomique, c'est vraiment pour moi, c'est ce qui donne le plus de sens à tout ce que je fais en fait. Alors après une enfance, une adolescence dans les cuisines, dans la gastronomie créole, etc., j'ai été assez surprise d'apprendre que tu t'étais dirigée de prime abord vers des études de communication, marketing communication. Explique-moi le lien, d'où vient cet intérêt, cet amour pour le marketing et la com. La première chose, c'est que j'avais beau être en cuisine pour manger, pour tester, puis donner des coups de main. Je m'étais dit tout sauf ça. Le sacrifice était trop important à mes yeux. C'est ça aussi, c'était dans tes yeux de petite fille. Ah, mais c'était la fuite en avant. Jamais je ferais ce métier. Tout en adorant être dans le restaurant et tout en adorant, tu vois, tout cet univers, en fait. Jamais. Donc, il fallait que je trouve dans quoi j'étais douée, selon moi. Et je suis très bavarde. Ouais. Et j'aimais cette idée, effectivement, de partager des idées, de valoriser des projets, de mener des choses à bien, chose que j'avais eu la chance de pouvoir faire dans mon parcours scolaire à l'école. J'étais au couvent de Cluny et on avait vraiment la possibilité de mener plein de projets à bien. C'est ce que j'ai fait et je me suis rendu compte que j'étais pas trop mauvaise hein, dans ça. Tu avais déjà un talent oratoire, tu étais très à l'aise en communication. Exactement, j'aimais le français, j'ai fait un parcours littéraire, j'ai fait Hippocania à Bellevue également, en première année de spécialisé littéraire. Donc, c'était mon univers. J'aimais ça, les rédactions, la poésie. Limite, j'aurais pu faire du théâtre si j'avais eu l'opportunité. Donc, j'aimais ça. Je me suis dit, OK, ce qui correspond le mieux, ce serait la communication. Et donc, je pars à Montpellier faire des études. Et pourquoi Montpellier? Juste parce que j'ai pris la carte de la France, j'ai cherché le soleil, j'ai dit, là, c'est bien. Il y a de la com, il fait chaud, je vais là. Tu vas avoir un bon gros poil de ton île en arrivant à Montpellier, n'est-ce pas? Justement, tu parlais du soleil que tu as cherché sur la carte. Et très vite, tu vas déchanter. Et c'est encore l'amour de la cuisine qui va te remonter le moral et te permettre de créer du lien. Comment ça s'est passé, ton arrivée à Montpellier? Eh bien, écoute, j'arrive à Montpellier, je connais personne en réalité, j'ai pas de famille là du tout, parce que je te dis, c'est le soleil qui m'a guidée, hein, rien d'autre. Donc, j'arrive solo, pas évident de se faire des amis, donc j'avais une stratégie. Oui. J'allais à la fac et il y avait une petite supérette, un petit magasin juste à côté. J'allais faire des courses, je rentrais chez moi et je me mettais à cuisiner local. Parce que je me disais, en unité de temps, ça fait 2 heures du coup, qui sont occupées. Tu vas cuisiner pendant 2 heures. Ensuite, tu fais ton job, tu regardes la télé, tu vas dormir et voilà. Et du coup, ça me permettait de faire le temps passer. Et du coup, j'appelais tout le temps ma mère et même aussi de temps en temps ma grand-mère ou mes tantes pour avoir des recettes parce que je me suis rendu compte que je connaissais le goût, je connaissais les saveurs, mais j'avais jamais pris le temps de cuisiner vraiment moi-même, quoi. Et donc, je me suis mise à cuisiner comme ça, à préparer des bons petits plats. Ça te faisait vraiment du bien au moral, juste ça, de complètement. retrouver ta cuisine créole. Le soleil, les saveurs, les senteurs. Ensuite, tu te fais repérer dans l'immeuble. Les odeurs. Voilà, puisque forcément, hey, tu nous as fait un petit truc là, de chez toi. Oui, oui, tout à fait. Et puis après, à la fac, quand l'occasion se présente, t'inviter au premier apéro, tu ramènes quelque chose, des acras, du chocolat, un planteur, etc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Tout à fait. Et donc voilà, c'est comme ça qu'en fait, je créais du lien. C'est comme ça que, comme je te dis, les gens se souviennent de toi et ils s'intéressent à ton île aussi. Ça aussi, ça me fascinait. Que les gens puissent enfin prendre le temps de regarder où on était sur une carte. C'était pas si évident encore à l'époque. Et j'aimais bien l'idée de bien mettre en avant. Il y a la Martinique, il y a les Caraïbes, etc., etc.
Et tu as eu l'occasion de m'expliquer que tu as compris à cette période qu'être martiniquaise était ton meilleur atout, en fait. Complètement. Que c'était ta plus grande force quand tu t'es retrouvée hors de chez toi. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas la différence comme un handicap. Je me dis qu'il faut toujours utiliser notre différence justement pour faire parler de soi et créer du lien. Vraiment, quand j'ai travaillé, par exemple, ensuite dans le domaine international, je pouvais rencontrer des Espagnols, des Italiens, etc. Mais le fait d'être martiniquaise, mais les gens s'arrêtent, quoi. Vous êtes où? Ah, mais vous êtes français, mais pas tout à fait français. Et puis, vous êtes quoi? Et d'où vous venez? Et ce métissage et cette chaleur. Et vraiment, c'est pour ça que j'en ai tiré une fierté, parce que je me suis toujours dit, ben, on n'a rien à envier aux autres. Soyons fiers de qui nous sommes. Et ces interrogations sur qui nous sommes, où nous sommes, je trouvais ça fascinant. Et j'étais hyper fière de monopoliser un petit peu l'attention avec ma petite île, tu vois, à 8000 km. Et puis derrière, tu ramènes un peu en beurre chocolat et puis voilà. C'est bon. C'est réglé. Là, tu n'as que des fans dans l'assemblée. Tu viens quand au prochain apéro? Tu es invité tout le temps pour le coup, créer du lien. Check. C'est done. ça c'est fait, exactement. Bon, super. Donc, quelques temps après ton DESS en marketing international en poche, tu décides, alors, tu vas travailler, mais tu vas rentrer à un moment en Martinique après 8 ans quasiment d'absence. Comment s'est passé le retour chez toi? Alors, il y a quelques temps, on a reçu Doris Noll, qui est la fondatrice de Caribe Expat, qui nous expliquait que lorsque les Antillo-Guyanais partent pour leurs études et commencent à travailler, parfois fonder des familles et qu'ils finissent par rentrer chez eux, il y a ce qu'on appelle le choc culturel inversé. La difficulté de se réapproprier un peu la vie chez soi, les traditions, la culture, la façon de fonctionner. Toi, comment est-ce que tu as vécu ce retour? Terrible, c'était très, très dur. C'est vrai? Sincèrement, je pense que pendant une bonne année, ouais, je me suis sentie totalement perdue, un peu déconnectée. Et puis, cet orgueil, je pense, de rentrer et d'avoir l'impression qu'on t'attend. On t'attend pas du tout. Et il faut que tu reprouves qui tu es. J'avais beau avoir une expérience professionnelle quand même vraiment bien, quoi. J'avais un super poste, un beau salaire, je voyageais tout le temps, etc. J'étais convaincue que j'aurais eu quelque chose à amener, et puis tu arrives et en fait, non, quoi. T'es pas attendu, il n'y a rien qui t'attend. Il y a rien qui t'attend. Professionnellement. Professionnellement, il faut se battre, en fait, pour trouver une place, pour justifier qu'on est à la hauteur de ce qu'on prétend. Et moi, je l'ai vraiment super mal vécu. Je me suis vraiment dit que j'allais repartir. Mais comment tu repars quand toutes tes tripes te disent « mais t'es chez toi ». Mais je finis quand même par en persévérer, par en trouver du travail dans le domaine de la communication quand même. Un travail un peu alimentaire par rapport à tout ce que tu aurais pu amener. C'était ça. Je me suis dit, il faut bien que tu commences quelque part. Bon, allez, on redescend un petit peu, mets ton orgueil dans ta poche, et puis démarre. Et puis comme ça, tu vas réapprendre, comme on dit, from the scratch. Tu te mets dans les conditions pour réapprendre ton pays. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Réapprendre mon pays, en fait. C'est ça. Donc, tu vas être commercial, effectivement, dans une régie. Donc, toujours attaché un peu au domaine, la télé, la communication. Ouais. Et boum, la grève de 2009. Ouais. Plus de contrat, plus de primes, plus d'argent. Plus rien. Et c'est ça. Et ce moment va signer un tournant. Oui. Dans ta vie professionnelle, parlons-nous. Oui, parce qu'en fait, il y a cette grève terrible qui arrive. On est tous coincés chez nous. On essaie de s'organiser pour faire des courses. On s'organise pour tout, en fait. On est tous vraiment... à l'époque, on ne disait pas confinés, mais c'était un peu ça. Tu restais à la maison, tu ne pouvais rien faire. Tout était bloqué. La Martinique était bloquée. Vraiment bloqué. Et puis, moi, j'ai ce contrat, mais effectivement, il n'y a plus rien qui rentre. Je sais que je vais avoir une échéance pour me demander si je veux continuer ou pas. Et pendant ce confinement, on fait quoi? Cette grève, on fait quoi? On mange. Donc moi, je cuisinais à la maison. Et puis, je prenais des photos de ce que je faisais parce que j'étais très fan de plein de blogs culinaires de métropole. Et j'ai dit, OK, écoute, pour t'occuper, parce que j'aime pas rester sans rien faire, on va commencer à poster. J'ai fait mon petit blog gentiment, tu vois. Je prenais quelques photos. Je me rappelle, la première photo, c'était une grillade de lambi, brochette de lambi grillée, avec sous-sky de mangue verte. Tu t'en souviens? Je m'en souviens, mais comme c'était hier, j'ai pris cette photo. J'ai dit, oh, elle est pas mal ta photo. Je l'ai postée. J'ai pris du temps à faire le blog, les premiers pas et tout. Et puis, je regarde des consultations. Ça monte à toute vitesse. Et je me dis, mais t'as quelque chose là. Tu vibres quand tu fais tes photos. Tu vibres parce que je faisais des textes pour expliquer et tout. Je racontais ma vie et tout. Et je sentais que je vibrais, qu'il y avait quelque chose à faire.
Donc, quand la grève s'arrête, on me propose de continuer, donc retrouver une certaine sécurité, mais j'ai conscience d'un truc, c'est que du jour au lendemain, tu peux tout perdre, tout peut s'arrêter. Des gens qui étaient bien installés, établis, tout. Il y en a plein qui ont tout perdu à ce moment-là. Il fallait tout recommencer. Et j'ai dit, tant qu'à galérer, entre guillemets, fais ce que tu aimes. Au moins, tu n'auras aucun regret, c'est maintenant ou jamais. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et Donc, à la fin de la grève, tu as dit, je ne reviens pas. Je ne reviens pas. Vendre vos espaces non, publics. Non. Je ne reviens pas. Je veux du sens. Je veux faire quelque chose où je vibre. Tant qu'à tout perdre, allez, je mets tout sur la table. All in et on y va. Tu as concilié à merveille tes deux grandes passions. On s'en rend compte, la communication et la cuisine au final. C'est ce que j'ai essayé de faire. Effectivement, je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Bien voilà, essaie de créer quelque chose qui te ressemble, qui soit atypique. Quelque chose aussi qui me permette de vivre, mais vraiment vivre dans tous les sens du terme. Parce que j'avais l'expérience de mes parents qui avaient vraiment tout mis dans la cuisine et ils ont bien fait finalement parce que c'était leur parcours de vie. Mais moi, je voulais avoir du temps pour mes enfants, être présente et en même temps faire ce que j'aimais. Donc, il a fallu trouver la bonne alchimie, tu vois, équilibrer un petit peu les choses. Et j'ai créé mon modèle, vraiment mon entreprise sur ces bases-là, ces principes-là. Justement, parlons-en de tes débuts dans l'entrepreneuriat. Quelle est ton expérience en tant que femme entrepreneur en Martinique? Pas évident du tout, c'est vrai. Est-ce que tu as été accompagnée dans cette démarche? Oui, alors j'ai fait quand même toutes les erreurs qu'il faut faire et que tu puisses imaginer. J'ai été accompagnée, c'est vrai. Mais tu es accompagnée et tu comprends pas qu'être accompagnée, ça veut pas dire de lâcher tout dans les mains des autres. Tu dois être debout, tu dois être là, tu dois t'informer. Donc c'est vrai que j'ai fait des erreurs en suivant aveuglément, par exemple, des conseils qui ne me correspondaient peut-être pas. J'ai fait... Par exemple? Par exemple, je me souviens un truc tout bête quand j'ai créé ma société. On m'a dit tel statut c'est le meilleur et tout et tout. J'ai rien regardé, je dis on y va. Et puis après, quand tu te penches sur la question, comptablement notamment, tu te dis il y a peut-être d'autres solutions. Donc l'idée c'est ça, c'est que j'ai grandi, je suis devenue entrepreneur, chef d'entreprise. Avec mon entreprise, en fait. J'ai vraiment appris à m'impliquer, à vraiment définir mes objectifs, ce que je veux, ce que je veux pas. Les portes n'ont pas été ouvertes tout de suite parce que j'arrivais vraiment comme une extraterrestre devant les clients, avec mon projet de blog. Même si j'avais plein... Alors, par contre, ce qui était impressionnant, c'était le nombre de vues et tout ça. Parce que vraiment, ça fonctionnait. Ça fonctionnait très, très bien, mais on n'était pas encore habitué à ce modèle-là. Ça se faisait pas encore. Donc, c'était difficile de trouver les clients, difficile... moi aussi, de me convaincre que j'étais à la hauteur de ce que j'avais comme ambition, quoi. Ça m'a pris beaucoup de temps aussi, de me prendre moi-même au sérieux dans la place que j'étais en train dans ce que j'étais en train de construire. Ouais, et dans la posture de chef d'entreprise. Complètement, parce qu'on nous habitue pas. En tant que femme, je trouve qu'on nous donne... En tout cas, moi, dans mon éducation, j'avais cette impression que j'avais besoin de quelqu'un, j'avais besoin qu'on me guide, j'avais forcément besoin de quelqu'un qui allait me dire comment faire. Et du coup, l'erreur principale, je pense que j'ai faite pendant longtemps, c'est de ne pas me faire assez confiance, en fait. De ne pas suivre suffisamment mon instinct, notamment. Donc, tu fais des mauvaises collaborations, tu valides des choses que, en fait, tu n'as pas envie de faire. Avec le temps, tu comprends que si tu n'as pas envie de le faire, ça va mal se passer, donc ne le fais pas, tout simplement. Et voilà, être femme entrepreneur, c'est pas évident. Surtout que, en réalité, c'est très tendance, la charge mentale, mais c'est une réalité. On a l'entreprise en tête, mais on a aussi les enfants en tête, on a la famille en tête, on a tout ça à gérer en même temps. Et il faut que tu sois une winneuse dans tout. C'est ça. Tout le temps. Tu vas lancer l'ouverture de ton restaurant fin 2019, sans savoir que quelques mois après, le Covid allait nous tomber dessus. C'est ça. Donc, coup dur. Un restaurant qui ne va réouvrir que l'année dernière, en 2022, après justement ces années de galère, disons-le vraiment. C'est vrai. Et ça va être un des moments les plus difficiles, les plus douloureux à vivre pour toi, parce que professionnellement compliqué, une séparation qui va intervenir et tes enfants que tu vas devoir continuer à gérer, être là pour eux et toujours faire face. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu cette période? Parce que c'est vrai que quand on parle de femme entrepreneur, tu parlais justement de tous les domaines de la vie et cette vie équilibrée qu'on veut. On veut être au niveau partout, mais c'est pas si facile. C'est pas si facile. Parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille et que parfois, ça va professionnellement, un peu moins familialement, sentimentalement. Comment on fait pour jongler, s'en sortir et comme tu dis, arriver à rebondir à chaque fois? Ça a été vraiment un moment terrible, quoi. Et là, tu vois, c'était la première fois de ma vie
où je te parlais du bout du tunnel, là, je ne voyais même pas la lumière. C'est-à-dire que tout autour de moi, j'avais l'impression d'être entourée d'immenses murs et je ne voyais pas comment j'allais pouvoir grimper, quoi. Et en même temps, j'avais cette certitude que de toute façon, il faut que ça aille mieux. Tu as des enfants qui sont là, il faut que tu donnes le lead, en fait. Personnellement, c'est compliqué, mais je l'ai vraiment vu comme une opportunité de me recentrer sur moi. Qui tu es, où tu vas aller, qu'est-ce que tu attends de la vie, etc. Donc, la crise du Covid, c'était un bon moment pour beaucoup de gens de justement se poser toutes ces questions fondamentales parce que ça a été une crise sans précédent. Donc, j'ai essayé de mettre tout ça à profit. Et du coup, je me suis encore, j'avoue, réinventée parce que il n'y a pas de restaurant. Alors, on a fait quoi? J'ai commencé à faire traiteur pour les voisins. On était tous dans cette dimension de créer du lien social. Alors, je me suis mise à faire des paniers de fruits et légumes. Alors, j'allais dans les marchés près de chez moi. Parce que comme j'avais ma carte professionnelle, je pouvais me déplacer. Donc, j'allais faire les marchés. Je préparais des petits paniers pour des gens qui commandaient, qui ne pouvaient pas sortir. J'allais livrer des paniers de fruits, légumes, etc. Avec tes enfants? Avec mes enfants dans la voiture. Je faisais du traiteur et effectivement, j'allais livrer. Ça me faisait du bien. En fait, j'avais besoin d'être utile de toute façon. Ça, c'était fondamental. Donc, j'ai démarré comme ça. Et finalement, ça m'a permis de lancer ma marque d'un point de vue traiteur. Les gens ont pu découvrir ma cuisine, etc. Pour les enfants, c'était un moment où on était tous ensemble. Et puis, j'ai réinventé, c'est vrai, ma vie de cette manière-là. L'idée, c'était qu'il fallait de toute façon que les choses reprennent, quoi. Et surtout que moi, de cette expérience qui était terrible, oui. J'ai surtout retiré, en fait, que tu peux... La vie continue, quoi. Tu vois, la vie continue. Et il faut trouver le moyen, l'énergie, la force, quelle qu'elle soit, pour qu'elle continue. Et moi, je l'ai trouvé en moi. Je me suis dit, écoute, on y va, quoi. Après beaucoup de larmes, quand même, et de crises, et de pleurs, et toutes tes terreurs, toutes tes peurs. La pire chose qui pouvait m'arriver, m'est arrivé, les pires choses. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Soit tu restes assise par terre, je l'ai fait un petit moment, puis un moment, tu te relèves quand même, tu es obligé. Il y a les loulous qui te regardent, tu es obligé de te relever, de dire, OK, on y va. C'est ça. Exactement. Puis on se dit parfois que quand on est vraiment au fond du trou, on peut que remonter. Que remonter. Et moi, j'avais l'image dans ma tête, tu sais, quand tu arrives au fond de la piscine, que tu prends appui et que tu relèves. L'élan pour repartir. Exactement. Et je vais te confier quelque chose. Je pense que c'est un message important. Mes enfants ont commencé à aller mieux dans cette situation difficile quand ils m'ont vu mal. C'est-à-dire que j'étais tellement occupée à leur montrer que tout va bien, à être en mode warrior, mais non, ça va aller, vous inquiétez pas. Avec leur papa, on communiquait beaucoup, très, très bien. Donc, ça allait dans l'ensemble, en fait. Et on avait tout organisé, tout était, tu vois, j'étais en mode manager, tu sais. Oui. Le timing, l'organisation, la répétition, tout était carré. Et j'étais donc en mode warrior tout le temps. Et en fait, ils ne comprenaient pas. Et puis un jour, je me suis dit, on a discuté, je voyais qu'ils n'allaient pas bien. Et un jour, ils me disent, maman, tu es tellement bien, on nous dit que tu n'as pas de peine. Et le jour où je leur ai montré que j'avais de la peine, où ils m'ont vu pleurer, j'ai l'impression qu'ils avaient un point en moins. C'est parce qu'en fait, ils se sont dit, on n'est pas obligé d'être des super-héros, nous non plus. On peut, tu sais, ressentir les choses, dire que c'est pas facile, dire que ça va pas. Et le jour où j'ai baissé... tu sais, le fameux poteau mi-temps là, qu'on se pose, là, qu'on s'oblige à être matin, midi, soir. Quand j'ai lâché le poteau de la personne et que j'ai accepté de juste vivre ce que je vivais, que c'était pas facile, eux, ils ont commencé à aller bien. Et depuis ça, on a une belle relation parce qu'on se dit les choses, jusqu'à maintenant d'ailleurs. On se dit les choses, on dit ça va pas. Ils viennent me voir, j'ai mes petits câlins, maman, comment tu vas? Et des fois, maman, elle dit, maman est fatiguée, maman n'a pas envie. Maman est un petit peu, pas très en forme. Laissez-moi 1 heure, je vais dans ma chambre. Vous n'avez pas de mère pendant 1 heure. Tout simplement. Tout simplement. Ouais. Et ça leur fait du bien parce que ça leur enlève cette pression de la perfection. Et ça, j'y avais pas pensé avant de le vivre, effectivement. Donc, sincèrement, de toute cette période difficile, je pense que vraiment, j'en retire que du positif. Vraiment. Et ça enlève aussi aux mamans solo cette pression de ne jamais flancher, de ne jamais montrer la vulnérabilité. Parce qu'effectivement, les enfants, ils captent en fait si leur maman est heureuse ou pas. Donc, ça. Voir finalement qu'on a un parent qui s'évertue à montrer que tout va bien mais qui est dans la souffrance, les rend malheureux. Et quand tu as accepté de montrer ta vulnérabilité, oui, ils se sont dit OK. Ils se sont dit OK. Voilà, il faut qu'elle
vivre sa peine. Et souvent, les enfants sont aussi beaucoup là pour les Oui, parents. ils sont Beaucoup. vraiment présents. C'est ça. J'avoue, j'en profite. Ils sont merveilleux, les miens. J'ai de la chance. C'est Ils ça. sont Et tu top. peux les embrasser Ça pour le marche. coup ce Ah soir. oui, complètement, complètement. Je crois que j'ai les meilleurs qui soient. Bon, très bien. Bien, on verra si tu vas tirer une très jolie question, puisque c'est l'heure de l'ultime question. Et oui, donc je pense que tu connais le concept. Oui. Voilà, tu vas piocher de manière totalement aléatoire une question, je t'en prie. Je te confie un truc. Chaque Dis-moi. fois que je te vois faire ça, j'ai envie de prendre les papiers et d'envoyer comme ça. en C'est vrai. continuant. Alors, Mais je ne vais pas le faire. on va peut-être pas le faire, pas maintenant. On va le faire hors antenne, plus Alors, tard, si tu veux. tac. C'est bon. Super. Alors, prends ton temps. Déroule-la, tu vas la lire. Voir ce qu'elle t'inspire. Voilà, le fou rire, je savais. C'est qui l'a choisi? Quelle est cette question? Je ne sais pas. Il y en a quelques-unes qui sortent de ma tête. J'adore. Eh bien, écoute, la dernière fois que tu as dit « je t'aime », Waouh, elle est géniale. Je Elle trouve est- que c'était elle est vraiment pour géniale. moi. elle est géniale. Eh bien, écoute, la dernière fois que j'ai dit « je t'aime », c'est hier soir. Parce qu'en fait, je dis « je t'aime » tous les soirs à mes enfants. Et donc, du coup, je leur ai dit « je t'aime ». Et j'ai dit aussi « je t'aime » à mon chéri. Donc, tout le monde a eu son lot de « je t'aime » hier C'est soir. ça. Voilà. Ça fait un double je t'aime, jackpot, je t'aime pour tout le monde. Oui, c'est ça. Mais je le dis peut-être un peu trop, parce que tu vois, à ce stade, mon fils, quand je lui dis « je t'aime », il me dit « moi aussi, maman ». Ma fille, elle me dit « je sais ». Peut-être que je me mollisse sur les « je t'aime ». Mais non, chez moi, c'est pas un gros mot, justement. C'est ça. Je pense On que peut en abuser. On peut en abuser. J'aurais tellement aimé l'entendre beaucoup plus quand j'étais petite que du coup, je noie mes enfants et tout ce que j'aime, je leur dis. Faut pas attendre pour le dire. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup pour ce beau partage, pour Merci ces à toi. confidences. J'ai été ravie de passer ce petit moment avec toi, qui Moi aussi. passe toujours trop vite, on Vraiment est trop d'accord. vite, ouais. Mais nous allons passer un moment que je pense que tu aimes, qui est le temps du partage gourmand. Depuis le temps que je suis en train de regarder tout ça là, tu penses? C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Prisca. Merci, Caroline. Très belle continuation. Et rendez-vous dans ton restaurant. Avec grand plaisir, tu es la bienvenue. Merci encore. Merci. Passage que je chante comme si on ne m'écoutait pas. Je danse comme si on ne me regardait pas. Et puis je vis comme si chaque jour était le dernier de ma vie. Je chante comme si on ne m'écoutait pas. Je danse comme si on ne me regardait pas. Et puis je vis comme si chaque jour était le dernier de ma. Tellement stressant, pesant, des problèmes qui ne finissent pas. On a beau taper comme des forcenés, nos finances ne grandissent pas. Les codes que tu nous proposes, non, ne nous les finissent pas. Hey, désolé mon ami, ton regard, je ne m'en soucie pas. Parce que je chante comme si on ne m'écoutait pas. Je danse comme si on ne me regardait pas. Et puis je... Boutique Poche, Apony et Isney vous ont présenté votre émission telle quelle.